Depuis que l'humanité existe, elle n'arrête pas de jouer. L'histoire des jeux d'argent remonte à la nuit des temps. Déjà, dans la Chine antique, on pariait sur des combats d'animaux. Dans la Rome impériale, les soldats jetaient des dés au pied des temples. Même les cartes à jouer que nous connaissons aujourd'hui ont traversé les siècles et les continents pour devenir un divertissement universel. À la base, l'idée est simple, presque innocente. Défier le hasard. S'offrir un frisson, une décharge d'adrénaline, et rêver, le temps d'une mise, de décrocher la fortune en un claquement de doigts. Aujourd'hui, cette industrie est devenue un empire colossal. Des casinos de Las Vegas au contour des PMU de nos villages, en passant par les cercles de poker clandestins. Le jeu fait partie de notre quotidien. Mais derrière cette façade se cache un côté extrêmement sombre. Car là où des milliers de billets circulent en liquide, le crime organisé n'est jamais bien loin. Derrière les portes de jeux clandestins et dans les coulisses des grands casinos, la mafia a rapidement compris le potentiel de cette addiction. Le jeu est devenu l'outil parfait pour le blanchiment d'argent à grande échelle. Transformer des sacs de billets sales issus du trafic de drogue ou du racket en jetons officiels et propres. Ce qui crée une boucle infernale causant des dégâts colossaux. Dans ce milieu, les dettes se paient dans le sang. Des règlements de compte à la Kalachnikov, des exécutions sommaires en coin de rue et des corps disparus à jamais. Mais au-delà de tout ça se cache une réalité que la société a mis du temps à voir venir. Un piège invisible, psychologique, une violence absolue qui touche même ceux qui ne baignent pas dans l'illégal. Une violence qui peut toucher des personnes comme vous et moi. La dépendance, l'addiction au jeu ou l'illusion de pouvoir se refaire. Un engrenage destructeur qui commence toujours de la même manière. Une petite mise, une perte, puis la certitude obsessionnelle que le prochain coup sera le bon. Très vite, la passion devient une maladie. Les dettes s'accumulent, la paranoïa s'installe et la vie de famille s'effondre. Pour certains, la seule issue devient le mensonge, le vol, la dépression profonde, l'endettement ou pire encore, le suicide. Mais si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'à la fin des années 90, en France, cette addiction invisible a engendré quelque chose de bien plus sombre. Elle a malheureusement donné naissance à un véritable monstre. Pour un homme en particulier, la fièvre du jeu ne s'est pas arrêtée aux dettes. Elle l'a conduit à pousser les portes de l'horreur. Comment la passion du tapis vert a-t-elle pu transformer un simple ouvrier de Peugeot en l'un des tueurs en série les plus énigmatiques et sauvages de France ? Comment l'appât-du-gain a-t-il pu armer le bras d'un homme prêt à tout pour parvenir à ses fins ? Dette, dépendance, trahison, mensonge ou encore assassinat, voici l'histoire glaçante de Mohamed Fallah alias Bouraba, l'homme que la justice appelle le tueur à la hache. Sur ce, installez-vous confortablement et voici ce qui s'est passé. Notre histoire d'aujourd'hui nous plonge dans le Nord-Franche-Comté. Un territoire situé à l'est de l'Hexagone, regroupant des villes comme Sochaux, Montbéliard ou encore Belfort. Ce territoire est souvent surnommé le berceau de l'automobile. C'est là-bas qu'est né le fleuron industriel de l'Empire Peugeot. Nous sommes précisément dans les années 90. Le Nord-Franche-Comté est alors une véritable région-usine. C'est une culture qui se transmet de père en fils. Une identité forte, complétée par le mythique club de foot du FC Sochaux. Une région au contraste fort entre la fumée des usines et les collines verdoyantes. Le mardi 17 novembre 1998, un événement inattendu va déclencher ce qui deviendra l'une des enquêtes criminelles les plus troublantes de l'histoire judiciaire française. Dans une petite cité de la ville de Belfort, une habitante contacte la police. Elle leur raconte qu'en passant près du parking en plein air qui accueille habituellement le marché du quartier, elle est tombée nez à nez avec un cadavre, gisant là, seul. Maurice Faure, alors policier affecté au commissariat de Belfort, se rend immédiatement sur place avec son équipe. Et effectivement, il découvre le corps. Il s'agit d'un homme plutôt âgé, d'une 60aine d'années, allongé sur le ventre. Au premier regard, on pourrait penser que le vieil homme a simplement trébuché et a fait une chute fatale. Un accident tragique, comme il en arrive malheureusement souvent chez les personnes âgées. Mais un détail interpelle les agents de Belfort. En examinant la scène de plus près, ils remarquent que le corps présente plusieurs entailles, des marques nettes laissées par ce qui ressemble à une lame. Et plus effrayant encore, son dos, son crâne ou encore sa nuque présentent des lésions profondes, comme si l'homme avait été attaqué à la hache. C'est une véritable scène d'horreur, il n'y a aucun doute, c'est bel et bien un meurtre. D'ailleurs, les entailles présentes sur la nuque sont si profondes que les enquêteurs se demandent si l'homme n'a pas tenté de le décapiter, avant de prendre la fuite. De plus, un autre élément suspect va venir mettre davantage de mystère sur la scène de crime. La victime ne gît pas dans son sang. Une épaisse flaque est bien visible, mais à quelques mètres de la dépouille. En élargissant leur périmètre de recherche, les enquêteurs font une première découverte non loin de là, qui vient confirmer leur théorie. Une hachette jetée comme ça dans les buissons. Et ce n'est pas tout. Un peu plus loin, ils tombent sur un deuxième objet. Un couteau de cuisine de près de 30 cm, lui aussi maculé de sang, abandonné. Pour les policiers, il s'agit sans aucun doute des armes du crime. Mais une question vient torturer leur esprit.
Pourquoi le tueur s'est-il débarrassé de ses armes sur place? C'est vrai, c'est un comportement plutôt bizarre, d'autant plus qu'il s'agit d'objets faciles à transporter et à dissimuler. Les enquêteurs vont alors formuler une première hypothèse. Pris de panique, le meurtrier s'est débarrassé de ses armes à la va-vite, peut-être surpris par un témoin ou un passant qui s'approchait de la scène. Mais malheureusement, il en faut plus pour comprendre ce qui s'est passé. Plus tard, en passant la scène de crime au peigne fin, les enquêteurs font une étrange découverte. Une photo déchirée en plusieurs morceaux, suivie d'une pellicule négative. Pour les policiers, c'est une certitude. Ces clichés ne sont pas atterris ici par hasard. Ils font partie de l'affaire. En continuant les fouilles, ils réalisent, aussi fou que cela puisse paraître, qu'un homme se trouvait là depuis le début, dans la scène de crime. À peine à une trentaine de mètres, un routier dormait tranquillement dans la cabine de son camion. Garé juste en face du cadavre, il avait un visu direct dessus. Réveillé en sursaut par les enquêteurs, il est immédiatement interpellé et placé en garde à vue, logiquement suspecté d'être le meurtrier. Mais face aux enquêteurs, l'homme nie en bloc. Il explique aux enquêteurs calmement s'être garé là uniquement pour passer la nuit. Arrivé aux alentours de 2h du matin, il affirme qu'il n'y avait absolument rien sur le parking. L'homme raconte qu'il aurait ensuite lu un livre pendant plus de 2 heures, avant de s'endormir vers 4h du matin. Et la dernière chose qu'il a vue depuis, les policiers qui l'ont réveillé. L'homme se présente bien, ses vêtements sont propres sans aucune tache de sang. Il n'a tout simplement pas le profil. Et face à l'absence d'éléments concrets, le routier de passage est mis hors de cause. Très vite, il est relâché. Les enquêteurs se tournent alors vers le voisinage. Le parking est entouré d'immeubles et des dizaines de fenêtres ont une vue directe sur la scène de crime. Pourtant, le même constat se répète à chaque porte. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. L'enquête semble au point mort. Mais contre toute attente, les enquêteurs vont enfin trouver un élément clé qui va donner un nom à ce corps. En fouillant les vêtements de la dépouille, les hommes du commissariat de Belfort découvrent un portefeuille. À l'intérieur se trouve une carte d'identité. La victime s'appelle Mohamed Selami. Il a 67 ans et, fait surprenant, il n'habite même pas à Belfort. Il vit à une vingtaine de kilomètres de là, dans la ville ouvrière de Sochaux. Les enquêteurs contactent alors immédiatement le fils de Mohamed Selami, Saïd, pour tenter de cerner la personnalité de la victime, comprendre qui il est et ainsi pouvoir entrevoir une piste. Mais malheureusement, ça ne donne rien. Le fils décrit son père comme un homme profondément honnête, éloigné de toute affaire louche, qui a travaillé toute sa vie pour subvenir légalement aux besoins de sa famille. Le portrait d'un père sans histoire. Pendant ce temps-là, le corps de la victime est examiné par le médecin légiste. L'autopsie doit apporter des réponses sur les circonstances exactes de l'agression, mais surtout l'heure de la mort. Le rapport tombe rapidement. Premièrement, les conclusions établissent que Mohamed Selami a été tué la veille au soir, un peu avant minuit, le lundi 16 novembre 1998. Deuxièmement, l'examen confirme que les plaies béantes sur le corps et le crâne ont bien été provoquées par la hachette retrouvée dans les buissons. Quant au couteau de cuisine de 30 cm, les intuitions des policiers se confirment. Il a servi à tenter de décapiter la victime, ce qui explique les entailles profondes au niveau de la nuque. Au total, Mohamed a reçu plus de 10 coups de face. Sous la violence des impacts, il s'est effondré sur le dos avant d'être traîné par son agresseur, ce qui explique pourquoi la flaque de sang principale se trouvait à distance du corps. C'est une fois la victime retournée sur le ventre que le tueur a tenté de lui trancher la tête. Mais un autre détail anatomique interpelle les légistes, et il est particulièrement glaçant. Les bras et les mains de Mohamed ne comportent aucune lésion de défense, et aucune trace de lutte. L'agresseur a frappé fort, vite, et par surprise. Face à un tel déchaînement de violence sur un sexagénaire sans histoire, les enquêteurs se retrouvent face au flou total. Ils n'ont aucune piste, rien ne colle. Pourquoi Mohamed Selami a-t-il été sauvagement ciblé? À ce stade, le mystère reste entier. Les policiers se retournent alors à nouveau vers le fils de la victime pour tenter de percer le mystère. Ils ont besoin de comprendre ses habitudes, ses fréquentations et son emploi du temps des derniers jours. Le fils livre alors de précieux détails sur le parcours de son père. Mohamed Selami a grandi au sein d'une famille de commerçants et de restaurateurs. Arrivé en France en 1970 avec les siens, il est devenu le père d'une grande famille de 9 enfants. À Sochaux, là où il résidait, il tenait et gérait lui-même son propre restaurant. Au premier abord, Mohamed est décrit comme un homme d'habitude, plutôt routinier. En semaine, il travaille, puis rentre directement chez lui. Mais alors, une question obsessionnelle se pose pour les enquêteurs. Comment a-t-il pu atterrir dans cette cité de Belfort à plus de 20 km de chez lui? Et surtout, alors qu'il n'est même pas véhiculé? Eh bien, vous allez voir que la réponse va se dessiner petit à petit, à mesure que les enquêteurs creusent la vie du sexagénaire. Parce que derrière cette image du restaurateur du coin, les enquêteurs découvrent un homme qui possède un solide réseau d'amis, et surtout, qui aime beaucoup sortir. Les policiers pensent alors à une suite logique. Et si ce meurtre sauvage était lié à l'une de ces rencontres? Mais alors, quel mobile pousserait quelqu'un à s'en prendre à un vieil homme de 67 ans avec une telle fureur? En réalité, une explication extrêmement probable commence à émerger.
Mohamed Selami avait une attitude bien connue de son entourage. Il sortait toujours avec une importante liasse de billets sur lui, une somme qui pouvait atteindre plus de 20 000 francs, un chiffre qui fait tourner la tête à cette époque. D'ailleurs, sa famille va confirmer ce fait aux enquêteurs. Le soir du drame, Mohamed avait bel et bien une liasse sur lui avant de sortir. Et d'ailleurs, un constat va rapidement valider la piste du mobile crapuleux. Lors de la fouille du corps sur la scène de crime, les enquêteurs n'ont retrouvé aucun billet sur lui. La liasse de 20 000 francs a disparu. Mohamed Selami a été dépouillé. Les enquêteurs entament alors une tournée des bars où Mohamed avait ses habitudes. Ils veulent poser des questions, comprendre, savoir. Mais pour mener leur interrogatoire, ils ne partent pas les mains vides. Souvenez-vous, sur la scène de crime à Belfort, les enquêteurs avaient découvert une pellicule photo. Cette pellicule, ils l'ont développée. Ces clichés montrent des photos de groupe, des instants entre amis. Mais à la surprise des enquêteurs, Mohamed Selami n'apparaît sur aucune d'entre elles. Munis de ces images, les policiers interrogent les gérants et les habitués des établissements. Au début, les témoignages ne donnent rien, jusqu'au moment où une personne travaillant dans l'un des bars reconnaît formellement l'une des femmes de la photo. Elle s'appelle Niassa. Les enquêteurs tiennent enfin leur première piste et elle est extrêmement sérieuse. Et pourquoi ça ? Tout simplement parce que Niassa habite dans l'un des immeubles de la cité de Belfort, pile en face du parking où a été retrouvé le corps. Mais ce n'est pas tout, les faits deviennent encore plus troublants lorsque les policiers de Belfort toquent chez elle pour l'interroger. Dès l'entrée, posée sur un meuble, les enquêteurs découvrent une photo encadrée. C'est exactement le même cliché que celui retrouvé dans la pellicule. Surprise, Niassa affirme ne pas savoir comment cette photo a pu se retrouver là-bas, juste à côté du cadavre. Pour elle, c'est un mystère total. Pourtant, les enquêteurs la soupçonnent d'être liée au meurtre, et les minutes qui suivent vont confronter leurs doutes. En perquisitionnant l'appartement, ils découvrent une paire de chaussures et un jean dissimulés dans un meuble. Les tissus sont maculés de taches sombres qui s'apparentent à du sang. Mais un problème de taille se pose. Niassa a un gabarit plutôt fragile. La sauvagerie et la violence des coups portés à Mohamed suggèrent qu'elle n'avait probablement pas la force physique nécessaire pour commettre un tel acte. Mais Niassa n'est pas seule. Elle vit en couple et son compagnon est introuvable. Est-ce que ce serait lui le tueur ? Pendant que Niassa est placée en garde à vue, les forces de l'ordre se lancent à la recherche de son conjoint. L'homme est rapidement localisé et interpellé. Sur lui, les policiers découvrent plusieurs billets de 500 francs. Des coupures, elles aussi entachées de traces rouges suspectes. À ce stade, tout pointe vers le couple. Les pièces du puzzle s'assemblent à une vitesse folle. L'argent disparu, la photo sur la scène de crime, les vêtements tachés ou encore les billets de 500 retrouvés. Absolument tout accuse le couple. Mais fait absolument incroyable, devant toutes les preuves, le suspect se défend fermement. Il explique qu'il est un simple maçon et qu'il vient de toucher sa paye en cash. Quant aux traces rouges retrouvées sur le pantalon, les billets ou encore les chaussures, selon lui, ce n'est pas du tout du sang, mais de la peinture. Les enquêteurs vérifient immédiatement son alibi. Ils contactent l'employeur qui a engagé le maçon, et ce dernier confirme tout. Il a bien rémunéré son ouvrier avec des coupures de 500 francs sur un chantier de rénovation. En parallèle, les éléments tachés de traces rouges sont envoyés au laboratoire judiciaire et les rapports tombent très rapidement. Les taches suspectes sont bel et bien de la peinture rouge. Aucune trace de sang humain n'a été détectée. L'immense piste que les enquêteurs avaient, qui était Niassa et son conjoint, s'effondre alors immédiatement. 4 mois plus tard, les enquêteurs n'ont toujours rien. Aucune piste solide, aucun suspect crédible pour l'assassinat de M. Mohamed Selami. L'affaire s'installe doucement parmi les dossiers les plus mystérieux que le commissariat ait eu à traiter. C'est alors qu'un rebondissement brutal va venir relancer les investigations. Dans la nuit du 3 au 4 mars 1999, au restaurant de Mohamed Selami, désormais repris par son fils Saïd, un homme se précipite dans la salle principale, paniqué, en sang. Il hurle qu'il vient de se faire agresser. Appelés en urgence, les policiers arrivent sur place. Dès l'entrée de l'établissement, des gouttes de sang au sol leur fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple bagarre en fin de soirée. À l'intérieur, la victime, du nom de Max, est complètement perdue. Son témoignage est effrayant. Il affirme avoir été attaqué en pleine rue à coups de hache. Et d'ailleurs, l'examen de ses blessures confirme ses propos. Il présente 2 plaies béantes d'environ 10 cm chacune, localisées à l'avant et à l'arrière du crâne. Pendant que les secours prennent la victime en charge, les enquêteurs tentent d'en savoir plus. Connaissait-il son agresseur ? Se souvient-il de son visage ? S'agissait-il d'une bagarre ou bien d'un acte totalement gratuit ? Max lâche alors un nom. Bouraba. Par contre, lorsqu'il vient expliquer le contexte, tout de suite, il se tait. L'homme se fige et devient mutique. Il cache clairement quelque chose. Les enquêteurs se tournent alors vers les clients du café. Connaissent-ils ce Bouraba ? La réponse est oui, sur toutes les bouches. Bouraba, c'est en réalité un surnom. Un surnom d'un homme de 55 ans vivant dans le quartier, que tout le monde connaît. Mohamed Falah de son vrai nom. C'est un habitué du café de la famille Selami, qui travaille comme ouvrier à Peugeot, dans l'usine à Sochaux. D'ailleurs, il connaît bien la famille Selami. Saïd prendra même la parole et en dira plus aux enquêteurs. Il indique aux enquêteurs que Bouraba n'habite pas loin. Mais quand il dit pas loin, ça ne veut pas dire 1, 2 ou 3 kilomètres d'ici. C'est vraiment pas loin. Il vit dans un appartement dans le bâtiment collé au café de la famille Selami. Saïd explique aux enquêteurs qu'il connaît particulièrement bien l'homme. Bouraba était son ancien locataire, dans l'appartement situé juste au-dessus du restaurant. Mais à la suite de nombreux loyers impayés, Saïd avait dû l'expulser avant de l'aider malgré tout à se reloger chez le propriétaire de l'immeuble d'à côté.
Les policiers se précipitent alors vers l'immeuble voisin. Ils veulent lui poser des questions, et dès le hall d'entrée, des traînées de sang les guident, directement jusqu'à la porte de l'appartement de Bouraba. La porte est ouverte, mais l'appartement, lui, est vide. Aucune trace de Bouraba. En y pénétrant, les enquêteurs découvrent une véritable scène de chaos. Il y a des projections de sang absolument partout. Au milieu du désordre, les enquêteurs récupèrent une casquette, sur laquelle sont encore accrochés quelques cheveux. En examinant la casquette de plus près, ils remarquent 2 entailles nettes dans le tissu. C'est la preuve matérielle que Max a été violemment agressé par Bouraba. Mais si sa casquette, son sang et ses cheveux ont été retrouvés dans l'appartement, pourquoi a-t-il dit aux enquêteurs qu'il avait été attaqué dans la rue? Ça n'a pas vraiment de sens. À l'hôpital, alors que la victime est encore sous le choc, les policiers reviennent à la charge. Ils l'interrogent à nouveau sur ce qui s'est passé, et plus précisément sur l'endroit où il a été attaqué. Mais Max s'entête, et il reste fidèle à la version qu'il a livrée dans le restaurant. Il jure qu'il a été agressé par Bouraba à coups de hache en pleine rue, dehors sur le trottoir. Mais les enquêteurs restent perplexes. Ils connaissent la vérité. Pourquoi mentir alors que sa propre casquette, ses cheveux ou encore son sang ont été retrouvés dans l'appartement de Bouraba? La violence de l'agression a-t-elle altéré ses souvenirs au point de créer une fausse réalité? Quoi qu'il en soit, pour le commissariat de Belfort, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Ils cherchent désormais un homme en fuite, qui fréquente intimement la famille Selami, et qui plus est, logé juste au-dessus de leur établissement. Une question vient alors naturellement. Est-ce que Mohamed Falah, surnommé Bouraba, est le tueur de Mohamed Selami? Je veux dire, c'est assez probable. Des coups de hache, une connaissance, et si? Les enquêteurs de Belfort et de Sochaux unissent alors leurs forces et lancent une véritable chasse à l'homme. Mais Bouraba s'est évaporé. Il vérifie son poste à l'usine Peugeot, rien. Il ratisse les cafés qu'il fréquentait, toujours rien. Il fouille les endroits où il avait l'habitude de traîner, mais là encore, toujours rien. Le néant. Le suspect reste introuvable. C'est alors qu'un nouvel événement encore plus troublant que les 2 premiers fait surface. Et là, on ne parle pas d'un assassinat rapide en pleine rue ou encore d'une tentative d'agression, mais d'un corps retrouvé démembré. Le 6 mars 1999, à peine 48 heures après l'agression de Max, les policiers de Sochaux reçoivent l'appel terrifié d'un habitant de la ville. Ce dernier affirme avoir découvert des restes humains démembrés. Lorsqu'ils se rendent sur place, dans le jardin d'une zone pavillonnaire en travaux, les agents espèrent un malentendu, pensant avoir affaire à une carcasse animale. Mais l'illusion disparaît instantanément lorsqu'ils aperçoivent une jambe humaine qui dépasse un sac poubelle. En fouillant les buissons, ils découvrent un 2e sac, puis un 3e. Au total, 5 sacs sont retrouvés. À l'intérieur, c'est l'horreur avec un grand H. Le tueur a méthodiquement découpé sa victime. La tête, le tronc, les bras, les jambes. Absolument toutes les parties du corps sont réunies. Il ne manque rien. De plus, les enquêteurs découvrent dans ces sacs plusieurs éléments. Premièrement, une serpillière tachée de sang. Il y avait aussi des feuilles de sopalin avec des motifs de guirlandes de Noël, ou encore un ticket de caisse de l'hypermarché Super U. Ce ticket de caisse montrait que le tueur avait acheté une bouteille d'eau de Javel, mais aussi des sacs poubelles. Les restes sont immédiatement transférés à l'institut médico-légal. Les conclusions de l'autopsie font aussitôt froid dans le dos. L'arme du crime, vous commencez à le comprendre, une hache. La victime a été violemment abattue avec des coups en pleine tête. Des impacts d'une violence extrême qui ont malheureusement causé la mort de l'homme. Étrangement, ça ressemble beaucoup à la mort de monsieur Mohamed Selami. Le rapport affirme que juste après, le tueur a décapité sa victime en commençant par la nuque. Il a ensuite fini par démembrer le reste de la dépouille. Pour ce faire, le bourreau n'a pas utilisé un simple couteau, mais il a utilisé une feuille de boucher, une arme lourde et professionnelle. C'est alors qu'on se pose la question, est-ce que le bourreau serait le tueur de Mohamed Selami? Est-ce que cet homme serait Mohamed Falah, celui que l'on surnomme Bouraba? Eh bien, toutes les pièces du puzzle pointent désormais vers le fugitif. Il est très probable que ce soit lui, parce que l'identité de la victime démembrée et retrouvée dans les sacs va donner des détails extrêmement troublants. L'homme s'appelait Abdelkader Chamrouki. Il avait 60 ans et était porté disparu depuis 3 semaines. Le fait le plus troublant de cette affaire, c'est que Abdelkader travaillait à l'usine Peugeot. Aurait-il pu être le collègue d'un certain Mohamed Falah? Le 6 mars 1999, les enquêteurs n'ont toujours aucune trace de Mohamed Falah. Ils l'ont cherché partout, mais rien n'y fait. Quand soudain, la sonnette du commissariat de Montbéliard retentit. Un policier ouvre la porte et se retrouve face à un homme d'une 50aine d'années. Calmement, l'individu explique aux agents qu'il a eu une altercation avec quelqu'un il y a quelques jours et qu'il souhaite s'en expliquer. L'incroyable se produit. Mohamed Falah vient de se rendre à la police de lui-même. Alors que les forces de l'ordre craignaient ne jamais lui mettre la main dessus, le fugitif s'est jeté dans la gueule du loup. Bouraba est alors immédiatement placé en garde à vue pour être interrogé sur cette fameuse agression à la hachette, survenue dans la nuit du 3 au 4 mars, soit 2-3 jours plus tôt. Les policiers découvrent alors un homme imposant, d'un froid polaire et d'un calme perturbant. Face aux enquêteurs, Bouraba s'apprête à donner des détails troublants sur ce qui s'est passé cette nuit-là avec Max.
Mais avant de plonger dans les secrets de son interrogatoire, j'aimerais que l'on dresse le portrait de Bouraba, Mohamed Falah de son vrai nom. Eh bien, pour comprendre l'homme derrière ces terrifiantes accusations, il faut comprendre d'où il vient. Qui est-il? Et pour ce faire, il faut remonter dans les années 70. 1970. À cette époque, Sochaux est le carrefour national de l'automobile. C'est l'âge d'or de Peugeot. À l'usine Stellantis de Sochaux, le constructeur bat des records de production qui donnent le vertige. La marque lance des nouveaux modèles quasiment chaque année, et les chaînes de montage ne s'arrêtent pas. C'est un titan industriel. Et pour gérer cette cadence, il faut des infrastructures hors normes. On parle alors du plus grand site industriel d'Europe. Une usine de 203 hectares, soit la taille exacte de la principauté de Monaco. Rien que ça. Et c'est dans ce contexte que Sochaux devient une terre promise, un centre névralgique où le travail se trouve à l'appel. Attirés par cette prospérité, des vagues de travailleurs venus d'Europe et d'Afrique déposent leurs bagages en Franche-Comté. Parmi eux se trouve Mohamed Falah. Il a 26 ans à cette époque lorsqu'il quitte le Maroc pour s'installer en France. Jeune père de famille, il vient pour travailler d'arrache-pied et subvenir aux besoins des siens de l'autre côté de la Méditerranée. Il est alors embauché par Peugeot comme ouvrier en fonderie, un poste éprouvant et travaille principalement de nuit. À l'usine, ses collègues le décrivent tous de la même manière. Un homme calme, doux, exemplaire, généreux, bon avec les enfants et grand bosseur. Un profil à des années-lumière des crimes atroces qui lui sont reprochés aujourd'hui. Alors, comment un ouvrier modèle a-t-il pu basculer pour devenir un homme suspecté d'être tueur de sang-froid? Le contraste entre les deux est extrêmement troublant. De retour au poste, Mohamed Falah est sur le point de donner sa version des faits. Voici ce qu'il raconte aux enquêteurs. Je rentrais chez moi ce soir-là. Arrivé sur le palier du second étage, j'ai déverrouillé la serrure de ma porte. Je suis rentré dans ma chambre studio et j'ai reverrouillé derrière moi. J'ai enlevé mon blouson, mais j'avais encore mon bonnet sur la tête, lorsque l'on a frappé à plusieurs reprises à la porte. Ce soir-là, je n'attendais personne. J'ai alors entrouvert la porte pour voir quel individu frappait à celle-ci. J'ai constaté qu'un individu arabe, assez jeune, assez grand, gros, vêtu d'une veste blanche, se trouvait derrière la porte avec une hachette à la main droite. D'un coup, il a poussé la porte avec son épaule gauche, tenant dans sa main droite à hauteur du bassin la hachette. De mon côté, je poussais aussi la porte avec mon épaule droite. L'individu étant plus fort que moi, j'ai reculé, laissant la porte s'ouvrir. Et cet individu a glissé et il est tombé au sol, face contre terre. La porte s'est alors ouverte, formant un angle à 45 degrés avec l'huisserie. L'individu au sol avait la tête à hauteur de l'armoire et ses pieds côté intérieur de l'entrée de ma chambre. J'ai récupéré la hachette et j'ai frappé à 2 reprises avant de m'enfuir de chez moi. N'êtes-vous pas retourné à votre domicile plutôt que de venir directement au commissariat afin de faire disparaître des éléments gênants pour vous? Non, je n'ai rien changé. Le vendredi matin, vers 11h, je me suis rendu chez Bianchi Jean-Louis, à Audincourt, dans sa maison. Je lui ai expliqué que j'avais frappé un individu, sans préciser avec la hache, et il m'a conseillé de me rendre à la police. Mais je ne suis venu que le lendemain, car j'ai peur de la police. Je n'ai tenté de tuer personne. Je n'ai fait que me défendre. Lorsque les agents lui demandent s'il sait pourquoi on a tenté de s'en prendre à lui, il dit: auparavant, j'habitais la chambre 5 chez Selami à Sochaux. Mais comme il n'y avait pas de douche, j'ai changé pour aller chez l'Arménien, au début février. Et j'ai pensé que les Selami m'en voulaient peut-être d'avoir déménagé, et qu'ils m'avaient envoyé quelqu'un, mais ce n'est pas sûr, c'est une pensée à moi. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc, le manieur de hache serait Max? Honnêtement, cette histoire pourrait tenir la route. Il y a des cohérences comme le fait qu'il dit qu'il habitait chez les Selami, le fait que Max a bel et bien donné le nom de Bouraba, mais n'a pas donné de détails sur ce qui s'est passé, mais pour les enquêteurs, ça ne tient pas la route. Ils ne croient pas à la version d'une agression qui a mal tourné. Ils sentent qu'un secret bien plus profond entre les deux hommes se cache derrière cette agression. Mais quoi? Reste à comprendre. Et pour cause, au même moment, ils sont sur les bras de 2 homicides d'une sauvagerie extrême. L'un exécuté sur un parking de Belfort, l'autre méthodiquement démembré à Sochaux. Pour les policiers, la certitude est là. Ils ont potentiellement le monstre en face d'eux. Mais le temps presse, les enquêteurs doivent utiliser chaque minute des 48 heures de garde à vue. Ils doivent découvrir la vérité. S'ils échouent à obtenir des éléments concrets, la loi les obligera à relâcher Bouraba. Ce sera un échec cuisant et potentiellement un danger public de retour dans la nature. Pour avancer, il décide de réinterroger Max. L'objectif est de mettre les deux versions en opposition pour déceler la moindre faille, la moindre incohérence. Mais le problème, c'est que Max refuse toujours de livrer le moindre détail sur les raisons qui l'ont conduit à finir en sang ce soir-là dans le café de la famille Selami. Face à ce mur de silence, les enquêteurs changent de stratégie. Ils décident alors à ce moment de lui mettre une pression monumentale. Ils jouent carte sur table et sortent leur joker. Ils révèlent à Max que Mohamed Falah, alias Bouraba, est fortement suspecté d'avoir démembré un homme. Honnêtement, je pense que niveau coup de pression, on est au max. Ils ajoutent que pour l'instant, ils n'ont pas grand-chose sur lui, mais il est quand même fort probable qu'il soit le coupable.
Ces accusations resteront donc officiellement au stade de soupçon. Ils finissent par dire que dans moins de 48 heures, Max et Bouraba seront remis en liberté. Qui sait alors ce qui pourrait bien se passer? Les enquêteurs jouent clairement avec sa peur. Terrifié à l'idée de voir son bourreau ressortir libre et dévoré par le stress, Max finit par craquer. Les verrous sautent et il commence enfin à parler. Il ne voulait pas parler parce qu'en réalité, selon sa version, c'était une histoire de drogue, et s'il ouvrait la bouche, il pourrait être repris pour trafic de stupéfiants. Un peu plus tard, aussi incroyable que cela puisse paraître, le juge d'instruction décide d'organiser une confrontation hors norme, réunir les deux hommes au cœur même de l'appartement, l'endroit où il y a eu l'agression, et le but, faire des reconstitutions de leurs versions respectives. La première version jouée est celle de Max. Il raconte que ce soir-là, Mohamed Fallah, alias Bouraba, lui a proposé de lui vendre de la drogue à un tarif défiant toute concurrence. L'affaire de l'année à ne pas laisser passer. Max accepte et réunit la somme de 3500 francs, le but étant d'acheter du cannabis. L'argent en poche, les deux hommes se rendent chez Mohamed Fallah. Mais une fois chez lui, pas de marchandises. Bouraba prétend qu'il n'a rien sur lui, que c'est son fournisseur qui détient la drogue. Seul problème, il affirme ne pas se souvenir du numéro de téléphone. Il récupère alors un lourd annuaire, le pose sur la table et demande à Max de chercher lui-même le nom du contact pour qu'il puisse l'appeler pendant qu'il va chercher le téléphone. Max s'exécute, il s'assoit sur une chaise, se penche sur les pages et commence à feuilleter l'annuaire. C'est alors à cet instant précis, selon ses dires, qu'il ressent un violent premier coup de hachette à l'arrière du crâne. Sous le choc, la tête en sang, Max se retourne. Face aux enquêteurs, il décrit alors une vision de pure terreur. Bouraba se tient debout, au-dessus de lui, un doigt posé sur les lèvres et murmure un glacial « Chut !» C'est à ce moment, toujours selon le récit de Max, que Fallah abat une seconde fois sa hachette, le touchant de plein fouet en haut du front. Par miracle, Max trouve la force de se débattre. Il parvient à s'échapper de l'appartement et court se réfugier au café de la famille Selami. Il faut l'avouer, c'est une version vraiment crédible. Vient ensuite le tour de Bouraba de mimer sa version des faits. Mais très vite, les enquêteurs réalisent que son scénario est tout simplement impossible. Selon le juge d'instruction Frédéric Bab, tout valide point par point le récit de Max. Le premier indice irréfutable, l'emplacement du sang retrouvé sur la porte d'entrée. Dans la version de Fallah, la porte était grande ouverte au moment de la prétendue bagarre, ce qui signifie que le sang n'aurait jamais pu toucher cette paroi. Le souci étant que lors des fouilles des enquêteurs, cette partie de la porte comportait des traces de sang. Elle était donc logiquement fermée, exactement comme l'affirmait Max. Au-delà des preuves matérielles, l'attitude de Max va convaincre les enquêteurs. Son comportement était décrit comme celui d'un homme terrorisé, doublé d'une haine féroce envers Bouraba. Par exemple, au moment où le juge d'instruction lui demande de mimer la scène, où à terre il a vu Fallah lever sa hachette pour l'achever, Max se fige et refuse. « Écoutez-moi, monsieur le juge, je refuse de me mettre à genoux face à lui. Ce jour-là, j'ai vu le diable. » Un autre élément balaye définitivement la défense de Fallah, la trajectoire des coups. L'accusé prétend que la seconde blessure a été faite alors que les deux hommes se tenaient debout, face à face. Problème, Mohamed Fallah et Max font la même taille. Le rapport du médecin qui a soigné Max est clair. La blessure retrouvée sur le haut du front de Max a été portée du haut vers le bas, une trajectoire donc descendante. C'est physiquement et anatomiquement impossible si les deux hommes se tenaient debout face à face. C'est alors que face à toutes ces preuves, les enquêteurs tranchent. La version de Max est la seule vérité. C'est la plus logique. Mohamed Fallah est mis en examen et placé en détention provisoire pour tentative d'assassinat. Pendant son incarcération, les enquêteurs comprennent qu'ils ont enfin réglé l'affaire de l'agression. Maintenant, reste à savoir si Mohamed Fallah est bel et bien l'homme qui a tué Mohamed Selami et celui qui a démembré Abdelkader Chamrouki. Ils vont alors d'abord le confronter sur le meurtre d'Abdelkader Chamrouki. Fidèle à lui-même, Bouraba reste de marbre. Son visage ne trahit aucune émotion. Son regard reste vide. Il affirme calmement ignorer totalement de quoi parlent les agents. Les enquêteurs lui glissent alors sous les yeux un cliché de la victime. À la vue du visage d'Abdelkader Chamrouki, Fallah donne finalement un seul détail. Il admet en effet connaître ce monsieur, mais il s'empresse d'ajouter qu'il ne le fréquente plus depuis près de 20 ans. Parfois, à l'époque, il partait manger dans le restaurant que Chamrouki tenait avec son épouse. Rien de plus. Mais ce mensonge ne prend pas. Les policiers en sont intimement convaincus. Sous ses airs d'ouvrier tranquille, Bouraba est bien le monstre qui a assassiné cet homme. Les policiers sont d'autant plus sûrs d'eux qu'ils disposent de preuves solides. Souvenez-vous, lors de la découverte dans le jardin pavillonnaire, les enquêteurs avaient fouillé les sacs poubelles contenant la dépouille d'Abdelkader Chamrouki.
À l'intérieur, ils avaient trouvé plusieurs indices. Une serpillière, des feuilles d'essuie-tout au motif de Noël, et surtout, un ticket de caisse attestant de l'achat récent d'eau de Javel et de grands sacs plastiques. Et ce qui est troublant, c'est que lors de la perquisition de l'appartement de Bouraba, les enquêteurs vont découvrir certaines correspondances. Dans ces placards, les agents découvrent une serpillière parfaitement similaire à celle retrouvée dans un des sacs poubelles. Des bouteilles d'eau de Javel de la même marque que celle du ticket de caisse, mais aussi et surtout, un rouleau d'essuie-tout imprimé de motifs de guirlande de Noël. Exactement les mêmes motifs que ceux retrouvés au milieu des restes humains. Mais malgré tout ça, Bouraba continue de nier. Il n'a absolument rien à voir avec cette horreur. Les enquêteurs savent qu'ils ne peuvent malheureusement pas constituer une preuve accablante. Après tout, comme dira l'avocat de Mohamed Falah plus tard, tout le monde a des serpillières, de l'eau de Javel, des sacs poubelles et de l'essuie-tout chez soi. Ils vont alors chercher quelque part d'autre pour prouver que Bouraba est bien l'homme qu'ils recherchent. Ils vont chercher à savoir s'il a une face cachée dans sa vie, un élément qui pourrait être à l'origine de tout ça. Et les résultats de leur investigation vont s'avérer extrêmement intéressants. Le personnage de Mohamed Falah, décrit comme doux, calme et respectueux par ses anciens collègues de Peugeot, cachait en réalité des vices qui parfois peuvent prendre le dessus sur la bonté. En enquêtant plus en profondeur sur le passé de Mohamed Falah, les enquêteurs découvrent que derrière le quotidien usant de l'ouvrier de fonderie se cache une toute autre réalité. Depuis son arrivée en France à l'âge de 26 ans, une fois ses dures journées de travail terminées, l'homme s'est découvert une passion. Une passion qui très vite va se transformer en une addiction dévorante. Et cette obsession, le jeu d'argent. C'est enivrant et c'est facile de jouer. On a commencé sur les hippodromes il y a 78 ans. Et puis, le 2 mars 31, le pari mutuel urbain s'est répandu en ville, comme son nom l'indique. Faites vos jeux, marquez vos chevaux, messieurs dames, pour le tiercé de ce dimanche. Le tiercé, la révolution en France en matière de paris sur les chevaux. Depuis qu'il est né, en 1954, le volume des jeux a connu un essor considérable. Et les parieurs sont chaque année plus nombreux devant les guichets du PMU. 5,5 millions de Français jouent aux courses. Pour 95% d'entre eux, la moyenne de mise est de 7 francs. Quelques pièces pour gagner l'espoir et pour remplir sa bourse. Record à Marseille en janvier, 36 millions d'anciens francs pour 3 francs de mise. Le PMU devient son premier repère. Bouraba parie chaque jour, encore et encore. Et en parallèle, il s'initie à un univers plus interactif, plus fiévreux et surtout beaucoup moins encadré. Le poker clandestin. Il commence à fréquenter les cercles de jeu qui s'organisent à l'arrière des cafés et des bars de la région. Mohamed Falah tombe littéralement amoureux du tapis vert. Il joue sans s'arrêter et dès qu'il dispose d'une heure de temps libre, il court miser autour d'une table. Et rapidement, le vice prend une telle ampleur qu'il commence à y engloutir la quasi-totalité de son salaire d'ouvrier. Au début, la chance lui sourit. Il gagne souvent et s'impose comme un joueur redoutable. Et ce succès au jeu va le pousser à développer une autre addiction en parallèle, les femmes, et surtout les femmes qui en veulent après son argent. Mais ce que ses partenaires de jeu ignorent, c'est que la réussite de Bouraba ne doit rien au hasard. Il remarque qu'en réalité, Bouraba triche. Il possède un véritable don pour manier les cartes et truquer les parties afin de s'assurer la victoire. Mais ces tours de passe-passe sont rapidement remarqués par ses camarades de jeu. Désormais suivi de près, il lui devient alors totalement impossible de tricher. Mais trop confiant, Bouraba s'entête. Il continue à s'asseoir aux tables, persuadé qu'il est fait pour le poker. Mais là, c'est le début de la chute. Il commence à perdre tout son argent. Et à chaque fois qu'il quitte la table les poches vides, il plonge dans le piège classique des jeux d'argent. Il n'a qu'une phrase à la bouche. Et je vais me refaire à la prochaine table. Pour continuer à jouer, il commence à emprunter massivement autour de lui. Collègues d'usine, amis, compagnons de jeu. Au début, tout le monde accepte de lui prêter de l'argent. Falah est perçu comme un homme droit, gentil, un bon payeur qui honore toujours ses dettes. Mais malheureusement, petit à petit, le poker finit par prendre le contrôle de sa vie. La dérive s'accélère au point qu'il devient incapable de rembourser ses créanciers. Plus personne ne veut lui prêter de l'argent, pour son bien et pour le bien de leur porte-monnaie. Désespéré et ayant développé un train de vie coûteux entre les jeux et les femmes, il se tourne vers les banques et accumule des crédits. Et ça, jusqu'à que la justice pointe le bout de son nez. Le tribunal va alors le condamner à rembourser une dette colossale de plus de 150 000 francs. Une somme totalement astronomique qu'un simple employé de Peugeot ne pourra jamais rembourser. À moins de se refaire au poker. Vous voyez, il est vraiment entré dans un cercle vicieux. Toujours bon de rappeler que les jeux d'argent sont un fléau. Petit à petit, pour les enquêteurs, une piste commence à émerger. Le besoin viscéral d'argent explique probablement pourquoi Mohamed Falah a tendu ce piège à Max dans son appartement. Souvenez-vous, Max avait apporté 3500 francs en liquide pour acheter la marchandise. Pour les enquêteurs, Falah voulait simplement l'exécuter pour lui voler cette somme.
Le scénario est identique pour Mohamed Selami. Si c'est bien lui qui a massacré le vieux restaurateur, le mobile était le vol de cette fameuse liasse de 20 000 francs qu'il portait souvent sur lui. Mais alors, pour Abdelkader Chamrouki, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi a-t-il été démembré? Pour Driss Chamrouki, le fils de la victime, son père aurait prêté une importante somme d'argent à Bouraba. Ce dernier, incapable de rembourser, aurait choisi de l'assassiner pour effacer définitivement sa dette. Pour d'autres proches, la théorie est différente. Elle serait liée à un gain récent au PMU. Chamrouki venait d'empocher environ 6 000 francs. Une somme que Bouraba aurait convoitée avant de passer à l'acte pour s'en emparer. Quoi qu'il en soit, le fil conducteur reste le même, l'argent. Mais une zone d'ombre persiste et terrifie les enquêteurs. Pourquoi aller jusqu'à démembrer le corps de M. Chamrouki? Pourquoi s'être acharné à vouloir décapiter Mohamed Selami? Les enquêteurs n'arrivent pas à expliquer une telle barbarie, ni un tel besoin de mutilation. Et au même moment, une preuve scientifique irréfutable vient sceller le sort de Mohamed Falah. Les résultats du laboratoire d'analyse criminelle tombent. Une tache de sang prélevée lors de la perquisition dans l'appartement de Falah révèle un profil ADN. C'est celui d'Abdelkader Chamrouki. Armé de cette preuve absolue, le juge d'instruction, Frédéric Bab, décide de pousser le suspect dans ses derniers retranchements. Et pour la première fois, le masque de Bouraba se fissure. L'homme de marbre dérape sous le coup de l'émotion. Dans un premier temps, il tente de maintenir sa ligne de défense habituelle, niant toute implication. Mais lorsque le magistrat lui pose sous les yeux le rapport d'expertise et exige des explications sur la présence du sang de M. Chamrouki chez lui, l'armoire à glace se lève. Froid, méthodique et habituellement calme, Bouraba fixe le juge droit dans les yeux et hurle « Monsieur le juge, si je mens, coupez-moi la tête ». Puis aussi vite qu'elle est apparue, la colère s'éteint. Falah se rassoit et retombe instantanément dans sa froideur habituelle. Une réaction impulsive, presque un aveu, qui prouve que Bouraba est en train de perdre le contrôle. Vendredi 29 septembre 1995. 4 ans avant les meurtres de Belfort et de Sochaux, dans la commune voisine d'Audincourt, une autre affaire avait déjà profondément choqué les magistrats et les enquêteurs de Franche-Comté. Ce jour-là, un enfant joue tranquillement au ballon dans une petite ruelle. À un moment donné, il perd le contrôle de sa balle, qui roule en direction d'un garage où est stationné un véhicule. L'enfant s'approche naturellement pour récupérer son ballon, c'est alors que son regard est attiré par une scène plutôt étrange. Les pieds d'une vieille dame qui dépasse de la portière d'une voiture. Au premier abord, l'enfant ne s'inquiète pas. Mais très vite, il réalise que le corps est installé dans une position totalement anormale. Et surtout, la femme reste parfaitement immobile. Pris d'un mauvais pressentiment, il insiste. Il regarde de plus près et fait face à l'horreur. La vieille dame est morte. Terrifié, il court prévenir ses parents qui contactent aussitôt la police. Arrivés sur les lieux, les policiers ne peuvent que constater le décès. Ce n'est pas une mort naturelle, mais un homicide d'une sauvagerie sans nom. En examinant la victime, les enquêteurs constatent que la vieille dame a été mortellement frappée à l'arme blanche. Son corps présente un total de 7 blessures d'une violence extrême. Et pour l'arme du crime, les enquêteurs n'ont pas besoin de chercher bien loin. À l'arrière de l'habitacle, dissimulé sous des effets personnels, ils découvrent une arme lourde de 30 cm, encore maculée de sang. Un couteau de boucher, habituellement utilisé pour débiter de la viande. En fouillant le sac à main de la victime pour lui donner un nom, les policiers découvrent des papiers d'identité. La vieille dame s'appelait Anna Ratti et elle avait 82 ans. En poussant plus loin la fouille du sac à main, les enquêteurs découvrent un reçu bancaire. Le document stipule qu'Anna Ratti venait tout juste de retirer une somme importante en liquide, 15 000 francs. En interrogeant l'entourage de la victime pour comprendre l'origine d'un tel montant, les policiers apprennent une triste vérité. Le mari de l'octogénaire venait de décéder quelques jours plus tôt. Cet argent était alors destiné à régler ses frais de funérailles. Seul problème, et qui plus est de taille, la liasse de billets est introuvable. Elle n'est ni dans la voiture, ni dans le sac à main, ni sur la victime, et encore moins à son domicile. Instinctivement, les enquêteurs s'orientent donc vers la piste d'un vol qui a tourné au drame. Pour reconstituer les derniers instants d'Anna Ratti, le ticket de banque est minutieusement scruté. Il contient de précieuses informations, notamment l'adresse exacte de l'agence bancaire et l'heure exacte du retrait. Les agents se rendent alors immédiatement sur place pour interroger le personnel et surtout vérifier les images de vidéosurveillance. Et leur réactivité va payer. En premier lieu, les employés de l'établissement se souviennent d'un détail anormal. Ils affirment avoir repéré un homme au comportement suspect, qui entrait et sortait à plusieurs reprises de l'agence, au moment même où la vieille dame effectuait son retrait. Ensuite, le visionnage des images de vidéosurveillance apporte la pièce manquante au puzzle. Le suspect apparaît à l'écran. Mieux encore, c'est un client de l'établissement. Ce n'est autre que Mohamed Falah. Considéré comme le suspect numéro 1, l'homme est arrêté. Ce qui veut dire que 4 ans avant le démembrement de M. Chamrouki, 4 ans avant le meurtre de M. Mohamed Selami et 4 ans avant l'agression de Max, Bouraba était déjà dans de sales affaires. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs convoquent un des voisins d'Anna Ratti et il donnera un seul détail extrêmement intéressant.
Il avait repéré ce jour-là un individu au comportement étrange, rôdé dans le quartier et précisément près de l'appartement d'Anarati. Les policiers organisent donc une séance d'identification derrière une vitre sans teint, espérant une confirmation du témoin. Mohamed Falah est placé au milieu de plusieurs hommes, et là, un fait étrange se produit. Le témoin fiche son regard sur Bouraba. Il reconnaît formellement l'homme qui rôdait devant chez lui, mais au dernier moment, il refuse de le pointer du doigt. Peut-être par doute, par peur des représailles, ou tout simplement la crainte de condamner un innocent, le témoin plonge dans le silence. Privés de ce témoignage clé, les policiers se trouvent dos au mur. En l'absence de preuves, ils ne peuvent pas retenir légalement Mohamed Falah. Bouraba est alors remis en liberté. Et malheureusement, l'assassinat d'Anarati bascule dans l'oubli, devenant l'un des cold cases les plus frustrants de la région. Mais si je fais ce retour dans le passé, c'est parce que plusieurs années plus tard, ce dossier va brutalement ressortir. En effet, durant sa détention provisoire pour l'agression à la hachette de Max, Bouraba va se montrer un peu trop bavard. Un codétenu de Falah demande à parler en urgence aux autorités. Cet homme affirme que Bouraba s'est longuement confié à lui en cellule, comme se vantant d'avoir commis plusieurs crimes. Dans un premier temps, Bouraba aurait confessé, avec une assurance glaçante, le meurtre de la vieille dame de 1995, confirmant au passage que le mobile était l'argent. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Le codétenu rapporte que Bouraba s'est vanté d'avoir, je cite, tué un homme comme un mouton avant de le découper dans des sacs. Il lui a également détaillé la manière dont il avait piégé Max avec l'histoire de l'annuaire pour le dépouiller, avant de finir par lâcher le morceau sur un cafetier de Sochaux, ce qui ressemble étrangement au meurtre de Monsieur Selami. Face aux policiers, le codétenu confie que Bouraba a donné des détails avec un tel détachement et une telle précision que ça lui a donné la nausée. Le monstre venait enfin de s'offrir aux enquêteurs, trahi par sa propre langue. Mais une question importante se pose désormais. Les enquêteurs peuvent-ils réellement faire confiance à ce codétenu ? La réponse est courte, 3 lettres. Un grand oui. Les yeux fermés même. Car le codétenu livre des détails aux enquêteurs que seule la justice connaissait. Des détails sur Bouraba, sur les scènes de crime. Des détails qui n'avaient jamais été révélés. Pourtant, malgré ces révélations capitales, en droit français, ça ne constitue pas une preuve irréfutable. Ça ne suffit pas à condamner un homme pour meurtre. Sans preuve matérielle indiscutable, pour le moment, ils ne peuvent rien retenir contre Bouraba. Certes, il est actuellement derrière les barreaux, mais uniquement pour des faits de violence, la tentative d'assassinat sur Max. S'il n'est jugé que pour ça, il écopera d'une peine relativement souple, comparée à ce qu'il risque pour les assassinats, et finira par ressortir. Les policiers tentent alors le tout pour le tout. Ils le placent à plusieurs reprises en garde à vue, le soumettent à des interrogatoires serrés sur les 3 homicides. Mais fidèle à sa réputation, Bouraba redevient un mur de glace. Il ne laisse absolument rien transparaître. Si l'étau se resserre pour la mort d'Abdelkader Chamrouki et celle d'Anarati, il reste cependant une zone d'ombre importante dans ce dossier depuis le début. Un point noir qui résiste encore aux enquêteurs. Le meurtre de Mohamed Selami. C'est le seul crime qui reste désespérément flou. C'est alors qu'un nouveau témoin dans le dossier va venir briser, dissiper le brouillard et venir offrir la dernière pièce manquante du puzzle aux enquêteurs. Pour comprendre ce que ce témoin va apporter, il faut reconstituer la soirée du crime, heure par heure, minute par minute. 20h45, c'est l'heure précise où Mohamed Selami quitte officiellement son établissement. D'après les rapports d'autopsie, sa mort est survenue un peu avant minuit. Le meurtre a donc été commis dans cette fourchette. Pour relier le café de Sochaux au parking de Belfort, où le corps a été découvert, il faut compter environ 15 minutes de route. Le meurtre a donc pu débuter dès 21h. Mais alors, où se trouvait Bouraba à ce moment-là ? Habitué du café de la famille Selami, il est bizarrement absent en début de soirée. Il n'arrive là-bas qu'à 22h pour y passer le reste de la nuit avec ses amis. Les enquêteurs doivent impérativement combler ce trou noir entre 20h45 et 22h. Et c'est un collègue de l'usine Peugeot qui va leur apporter la réponse, le fameux nouveau témoin. Cet ouvrier explique à la police que le jour du meurtre, il a prêté son véhicule à Bouraba. Les 2 hommes avaient convenu de se retrouver le soir même, vers 21h30, pour la restitution des clés. Le collègue raconte que le rendez-vous a bien eu lieu, comme prévu. À ce moment-là, Falah en a même profité pour lui rembourser une dette. Mais fait suspect, il lui tend un billet de 500 francs. Bouraba se défend et prétend qu'il s'agit simplement d'un gain au PMU. Les enquêteurs vérifient immédiatement. Le PMU n'a enregistré aucun gain de ce type ce jour-là. Et en regroupant les indices, les enquêteurs remarquent que la chronologie des faits devient soudainement logique. 20h45, pendant que Mohamed Selami quitte son café à pied, au même moment, Bouraba rôde à bord du véhicule qu'il a emprunté. Il aborde le vieil homme, qu'il connaît bien. Il lui propose de l'emmener à Belfort, peut-être pour passer une soirée. 21h, les 2 hommes arrivent sur le parking désert de la cité de Belfort. 21h10, en moins de 10 minutes, Bouraba massacre sauvagement le restaurateur pour lui voler ses 20 000 francs. Il se débarrasse ensuite des armes dans le buisson et quitte les lieux rapidement. 21h30, après 15 minutes de trajet entre Belfort et Sochaux, Bouraba arrive pile à l'heure à son rendez-vous. Il rend la voiture à son collègue et éponge au passage sa dette, avec l'un des billets de 500 francs qu'il vient de voler sur la dépouille de Selami.
22h, Bouraba pousse enfin la porte du café, détendu, prêt à passer la fin de soirée avec ses proches. Son alibi est parfait, du moins, c'est ce qu'il croyait. Le scénario est extrêmement cohérent. Pour les enquêteurs, le doute n'est plus permis, le puzzle est complet. Mais comme vous le savez maintenant, dans l'arène judiciaire, ça ne suffit pas. Malheureusement pour les enquêteurs, il en faut toujours plus. Face à ce scénario, les avocats de la défense le défendent fermement. Le fait que l'emploi du temps de Mohamed Fellah s'embrique parfaitement avec cette chronologie ne constitue en rien une preuve irréfutable. Ça reste une théorie, une suite de coïncidences troublantes, mais pas une certitude matérielle. Il n'y a pas d'empreinte, pas d'ADN de Bouraba sur le parking, et personne ne l'a vu porter les coups. Pour la seconde fois de sa vie, l'insaisissable Mohamed Fellah échappe de peu à la justice. Faute de preuves, le meurtre de Mohamed Selami glisse entre les doigts des enquêteurs. Le 24 mars 2003, soit 4 ans après la terrible série de meurtres, le procès de Mohamed Fellah, alias Bouraba, s'ouvre enfin devant la cour d'assises de Besançon. L'homme doit répondre de 2 dossiers, la tentative d'assassinat sur Max et l'assassinat suivi du démembrement d'Abdelkader Chamrouki. Dans la salle, toute la famille Chamrouki est présente, unie. Ils attendent des réponses à une question qui les hante depuis des années. Pourquoi Abdelkader? Pourquoi s'en être pris à cet homme sans histoire? Lorsque Bouraba fait son entrée dans le box des accusés, un frisson traverse la salle. Le procès de celui que les médias surnomment désormais le tueur à la hache peut enfin débuter. Dès les premières questions du président, Mohamed Fellah et ses avocats donnent le ton. L'accusé reste fidèle à sa défense, encore une fois. Il est catégorique, refuse de s'expliquer et s'enferme dans un déni absolu. Concernant l'altercation avec Max, il continue d'affirmer qu'il n'était pas l'agresseur, mais la victime. L'insolence et le calme troublant du bourreau finissent même par faire perdre patience à Max. Épuisé par tant de mauvaise foi, il se retourne brusquement vers le box et lui dit « Mais tu vas dire la vérité, reconnais-le que tu m'as mis 2 coups de hache. » Bouraba le fixe alors de son regard glacial et lui lâche « T'es un menteur. » Le procès aborde ensuite le volet le plus macabre, l'assassinat d'Abdelkader Chamrouki. Là encore, Fellah nie tout en bloc. Mais le moment de vérité arrive lorsque la cour le confronte aux preuves matérielles. Elles sont irréfutables, à commencer par cette fameuse goutte de sang contenant l'ADN de la victime, retrouvée incrustée dans l'un des meubles de son appartement. Face à la science, cernée, accrochez-vous bien, Bouraba bascule dans le complotisme. Non seulement il clame son innocence, mais ce qui est plus fou dans cette histoire, c'est qu'il accuse ouvertement les policiers. Il les accuse d'avoir eux-mêmes déposé la goutte de sang de Chamrouki chez lui. Tout ça pour le faire tomber. Une stratégie de défense désespérée qui dépasse l'entendement. Pour tenter de semer le doute dans l'esprit des jurés, son avocat, maître Robert Bauer, affirme que assassiner un homme qui plus est quelqu'un qu'il a côtoyé dans le passé, pour quelques milliers de francs n'a aucun sens. Celui qu'on lui impute, c'est l'argent, quelques milliers de francs. Tuer quelqu'un pour quelques milliers de francs, je ne connais pas. Et surtout, il s'engouffre dans une faille scientifique. Comment un homme aurait-il pu découper méthodiquement un corps en morceaux avec une telle sauvagerie sans déposer la moindre particule de son propre ADN sur la victime, ou même tout simplement dans l'un des sacs? Pour la défense, cette absence de traces est le signe parfait qu'un autre homme est derrière tout ça. Selon eux, Bouraba n'a rien à voir avec cette histoire. Sans surprise, vous l'aurez compris, la défense plaide l'acquittement. Mais il y a beaucoup trop d'indices, beaucoup trop de sang, et le profil de joueur tricheur et endetté de Bouraba finit par le rattraper. Les délibérations sont d'une rapidité absolue. Après seulement 3 heures de débat, le verdict tombe. Mohamed Fellah, alias Bouraba, le tueur à la hache, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et tentative d'assassinat. Toujours ancré dans son déni, Bouraba refuse d'accepter la sentence et fait immédiatement appel. Il espère voir sa peine annulée, ou du moins réduite, mais sa démarche produit l'effet inverse. La cour d'appel alourdit sa condamnation, cette fois avec une peine de sûreté de 22 ans. Mais si le premier procès a enfin rendu la justice à Max et à la famille Chamrouki, le parcours judiciaire de Bouraba est loin d'être terminé. 2 autres dossiers planent encore au-dessus de sa tête. L'assassinat d'Anarati, commis 4 ans plus tôt et réouvert grâce aux aveux en cellule, et le meurtre de Mohamed Selami, retrouvé mort à Belfort. Il faudra attendre 1 an et demi, le 24 novembre 2004, pour que s'ouvre le procès concernant la mort d'Anarati. Dans ce dossier, l'accusation dispose de preuves particulièrement solides. Pourtant, Bouraba utilise la même stratégie que dans son premier procès, jurant qu'il n'y est pour rien. Mais le château de cartes s'effondre à l'audience. Appelée à la barre, la conseillère bancaire qui travaillait le jour du drame confirme sans l'ombre d'un doute que Bouraba rôdait autour de l'octogénaire pendant qu'elle retirait ses 15 000 francs. Et pour enfoncer le clou, son ancien codétenu de la prison de Montbéliard réitère face au magistrat les confidences que Bouraba lui avait confiées.
Falah a beau à nouveau crier au complot, les faits sont là. De plus, les images de vidéosurveillance prouvent sa présence dans la banque et le codétenu a livré des détails importants que seul le tueur et la justice pouvaient connaître. Le verdict est alors sans appel. Mohamed Falah, alias Bouraba, est de nouveau condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. C'est ici, dans le quartier des Résidences, à Belfort, que Mohamed Selami est retrouvé mort le 17 novembre 1998. L'homme de 67 ans a été tué de plusieurs coups de hachette portés à la tête. L'affaire n'a jamais été élucidée. Coup de théâtre. 11 ans après les faits, Mohamed Falah, déjà condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a été entendu en fin d'après-midi par un juge d'instruction de la Cité du Lion dans le cadre de cette affaire. Pour les fils de Mohamed Selami, le regain d'intérêt pour cette affaire est un soulagement. Deux sentiments. D'une part, un sentiment de satisfaction parce qu'enfin on voit la lumière arriver au bout du tunnel. Et d'autre part, une amertume, c'est justement pour souligner ce long temps où on se sent complètement livré à soi-même. Surnommé le tueur à la hache, Mohamed Falah connaissait bien Mohamed Selami, qui lui avait loué une chambre à Sochaux, au-dessus de son café, pendant plusieurs mois. La justice a parlé pour Anarati, pour Abdelkader Chamrouki, ou encore pour l'agression de Max. Mais alors, qu'en est-il du meurtre de Mohamed Selami? Alors là, accrochez-vous bien, parce que ça dépasse l'entendement. Dans l'affaire Selami, il faudra attendre 11 ans après les faits, pour que le dossier soit enfin réouvert. Et encore, à ce stade, il ne s'agit même pas d'un procès, mais d'une simple mise en examen. Les pièces à conviction, notamment les armes blanches retrouvées dans les buissons du parking, sont envoyées en laboratoire pour des analyses. Mais verdict, aucune trace ADN de Bouraba n'est détectée. Pourtant, un nouvel élément vient confirmer ce que les policiers soupçonnaient déjà. Le soir du crime, Bouraba transportait sur lui une quantité anormale de grosses coupures. Un chauffeur de taxi est auditionné par les enquêteurs. Il affirme avoir pris Bouraba en charge ce soir-là, très probablement pour le conduire de l'usine Peugeot, là où il avait rendu la voiture à son ami, jusqu'au café de la famille Selami, où il est apparu vers 22h. Le témoin précise qu'au moment de régler la course, Mohamed Falah a sorti un billet de 500 francs. Exactement la même chose que son ami qui lui a prêté la voiture. Surpris par une si grosse coupure pour un si petit trajet, le chauffeur le questionne naturellement. Mais Bouraba a toujours la même réponse. Un gain en jeu. Mais pour les avocats de Bouraba, l'accusation fait fausse route. Ils forcent à dire qu'il n'y a aucune empreinte, aucune preuve concrète. Ce n'est pas parce que leur client est tombé pour d'autres meurtres à la hache qu'il est forcément l'auteur de celui-ci, même si le procédé est similaire. Ce n'est qu'une coïncidence. De plus, la défense abat une autre carte. Elle pointe du doigt le témoignage du routier qui avait garé son camion sur ce même parking pour y faire sa pause. L'homme avait affirmé n'avoir remarqué aucun cadavre au sol avant 4h du matin. Mais pour la justice, il y a une raison. Le crime a eu lieu en pleine nuit. Mohamed Selami était habillé tout en noir et son corps gisait dans la pénombre, au fond d'un parking. De plus, le routier venait d'enchaîner une très longue session de route. La fatigue a pu altérer sa vigilance. Par contre, un mystère subsiste tout de même. Et là, c'est vrai, il faut l'avouer, c'est assez bizarre. Entre le moment où Bouraba empruntait la voiture à son collègue et le moment où il lui a rendu les clés, il n'a pas changé de tenue. Il portait exactement les mêmes vêtements. Le problème, il est accusé d'avoir massacré un homme à coups de hache, un acte qui provoque d'importantes projections de sang. Le souci, c'est qu'aucune trace ADN ou de sang n'a été retrouvée sur ses habits ou encore dans la voiture qu'il avait empruntée. Aurait-il eu le temps de nettoyer ses vêtements minutieusement à l'abri des regards ou a-t-il exécuté Selami avec une précision chirurgicale? C'est la seule véritable zone d'ombre dans cette affaire que les avocats parviennent à exploiter. Mais heureusement pour la famille Selami, la balance penche lourdement de l'autre côté. Il y a beaucoup trop d'éléments, de mensonges et de coïncidences qui visent Bouraba. Après plus de 17 ans d'une attente insupportable, le procès s'ouvre enfin devant la cour d'assises de Vesoul, le 12 octobre 2015. 3 jours plus tard, le verdict tombe. Bouraba est de nouveau reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour la famille Selami, c'est un soulagement immense. Mais malheureusement, ce qui est triste dans cette affaire, bien que Bouraba ait été condamné, c'est que les familles des victimes n'auront jamais le fin mot de l'histoire. Elles n'apprendront jamais le déroulement exact des faits, ni les motivations profondes du tueur, même si l'appât de l'argent reste le mobile le plus logique. Un bon paquet de temps, d'années. Maintenant, on est soulagé. C'est un soulagement qu'on ne peut pas définir. C'est pas une joie, mais c'est un soulagement. Il y a un ensemble d'éléments donnant à penser très intensément que M. Falah est le coupable. Notre discours a été entendu, je m'en réjouis
Et je suis heureux, je me répète, pardonnez-moi, que M. Fallet n'ait pas su duper les magistrats de la Cour d'assises de Vesoul. Jusqu'au bout, la défense aura tenté de semer le doute dans l'esprit des jurés. Par une plaidoirie remarquable, Maître Berthold aura pointé les manquements nombreux de l'instruction, mais le passif de son client était trop lourd. Je pense que les condamnations de M. Fallet pour des crimes qui, au demeurant, sont relativement lourds, graves, sévères, ont dû peser, quoi qu'il en soit, dans la décision de la Cour d'assises. Aujourd'hui, Mohamed Fellah clame toujours son innocence, enfermé dans son éternel déni. Âgé de 82 ans, il est théoriquement libérable depuis 2021, mais il a cependant déposé aucune demande de libération. Au vu de son profil hautement dangereux et de son âge avancé, il est de toute façon extrêmement improbable qu'il passe un jour les portes de la prison en homme libre. Il n'a pas de famille, pas de proches, pas d'argent de côté, donc il n'a aucun intérêt à quitter les barreaux. Il s'éteindra probablement dans sa cellule, considéré aujourd'hui comme l'un des plus vieux détenus de nos prisons françaises. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner ou encore à commenter. J'aimerais beaucoup lire vos retours sur cette affaire, donc n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Il y a aussi certainement le bouton boost. C'est le même système qu'un like, mais qui permet de mettre en avant les petites chaînes, donc n'hésitez pas, ça m'aiderait énormément. Merci infiniment à toute la communauté d'être là à chaque sortie, ça fait extrêmement plaisir. On monte doucement mais sûrement vers les 100 000 abonnés et c'est juste incroyable de voir à chaque fois votre force, que ce soit en commentaire ou en message privé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou encore sur X, c'est généralement là-bas où je suis le plus actif et où j'annonce mes prochaines vidéos. Et de plus, j'essaie de répondre à absolument tout le monde en message. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur TikTok pour découvrir du contenu exclusif au format court. Et pour ceux qui préfèrent écouter mes vidéos en fond sonore, que ce soit en cuisinant, en travaillant ou en faisant du sport, sachez que tout est disponible au format podcast sur Spotify. Tous les liens seront en description. Juste avant de clôturer la vidéo, prenez cette histoire d'aujourd'hui comme un rappel. Les jeux d'argent sont un fléau. Même si ça va probablement pas vous transformer en monstre, ça peut quand même transformer votre vie en véritable cauchemar. Si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas à regarder ces 2 autres vidéos. Et sur ce, n'oubliez pas, la fin justifie-t-elle les moyens ?